Nos enfants nous élèvent aussi. L'adage dit qu'au cours de notre vie, nous aurons soit un guide spirituel, soit un enfant. Nos enfants parlent et disent beaucoup si l'on sait entendre. Dans certaines familles, ils sont même le baromètre de la santé spirituelle de leur famille. Ils sentent, ils somatisent, ils expriment, parfois avec intensité. Nos enfants nous choisissent avec tout ce que nous sommes. Ils intègrent la famille, son inconscient collectif. Ils adoptent une mère, un père, avec tout ce qu'ils sont. Et ils aspirent, comme nous, à l'harmonie, à l'amour, à ne pas souffrir. Alors prenons le temps de regarder que derrière ce petit être qui semble novice, débutant sur son chemin, il y a une âme qui a vécu, appris, et dont la sensibilité lui permet parfois de lire ce que nous ne voyons plus. Écoutez vos enfants. C'est le conseil et le partage du jour dans ce nouvel épisode de l'Élan du Cœur. Bienvenue dans l'Élan du Cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. Lorsqu'un enfant vient au monde, il s'incarne dans une famille qu'il a choisie. C'est pour ça parfois que quand un couple veut procréer ou est en train d'être dans ces projets-là, on peut sentir autour d'eux des énergies, même les mamans. Souvent, les mamans à venir, du moins, ressentent parfois ça. Parce qu'il y a comme, si on prenait une image humaine, on va dire, comme un casting. Il y a comme des âmes parfois qui viennent un petit peu observer les parents, le foyer, la famille, le système familial, pour voir si c'est là ou ailleurs qu'elles vont pouvoir s'incarner, pour voir si ça s'imbrique avec le plan d'incarnation, comme on l'appelle, ce plan d'incarnation qui comporte plein de choses à vivre, plein d'expériences. Parfois on appelle ça le destin. Et ce destin, ça va être idéal qu'il s'imbrique avec les bons profils. Et donc en premier, ça va être cette maman avec laquelle il va y avoir une fusion dès la première seconde. Et puis ce papa qui va apporter la polarité masculine et tout un tas d'autres paramètres s'il est présent dans la vie de cet enfant. Et donc, nos enfants, quand ils viennent au monde, on peut parfois avoir cette impression qu'ils sont tout neufs. Leur corps est tout neuf, oui. Leur prénom, c'est le prénom qu'on donne à leur corps, ce corps temporaire qui durera autant que possible. Mais avant ça et après ça, avant d'être votre enfant ou après avoir été votre enfant, c'est une âme qui a un chemin. Et donc cette âme, elle a déjà vécu beaucoup de choses. C'est pour ça que parfois on sent une teinte différente dans les membres d'une même fratrie. Il n'y a pas les mêmes enjeux pour n'importe quel être qui vient au monde. Ce qu'il apporte avec lui, ce qu'il apporte comme nouveauté dans le système familial, qu'on appelle aussi l'inconscient familial, comme on voit en transgénérationnel, c'est unique. Et donc il n'y a jamais deux enfants qui grandiront pareil, même si c'est la même famille, même si c'est les mêmes parents. Et c'est pareil après ça, cette âme, elle va continuer son chemin. Et entre-temps, être parent d'un enfant, c'est être choisi pour le guider d'une certaine manière. Mais il faut pas oublier que cet enfant, il vient aussi transformer et faire basculer votre vie en tant que parent, en tant que maman et en tant que papa. Et donc, il faut bien se souvenir que il y a un échange dans tout ça. C'est-à-dire que votre enfant aussi peut vous apprendre sur vous-même, peut vous apprendre d'autres manières d'aimer, d'autres manières d'avancer dans la vie. Il peut vous challenger sur des choses qui étaient des zones de confort pour que vous puissiez vous-même évoluer dans votre vie vers quelque chose de plus libre et plus ouvert. Et c'est peut-être des fois difficile à voir au premier abord parce que le rôle de parent, il nous place il vous place bien sûr dans une position où on est celui qui donne, celui qui nourrit, celui qui élève, celui qui prend en charge et tout ça. Et on le voit d'ailleurs en constellation familiale, on dit toujours le parent est celui qui donne, l'enfant est celui qui reçoit. Et c'est important que chacun reste à sa place. Mais la manière dont les enfants vont nous élever, c'est pas forcément dans le don aussi concret que ce qu'on verrait. Les enfants, ils ont cette tendance à agir dans l'ombre, c'est-à-dire que quand il va y avoir des déséquilibres émotionnels dans la famille, ils vont prendre sur eux. Certains vont se mettre en position de sauveur, vont se mettre en tête qu'il faut toujours faire tout très bien pour que ça se passe bien et pour que la maman ne ressente plus de tristesse, par exemple. Mais c'est sans le dire, c'est avec des réflexes. Où on va avoir des enfants
Et on le trouve parfois chez les petites filles qui vont être très présentes, voire pot de colle vers la maman parce qu'elle se sent triste, même si elle ne dit rien. Une maman, par exemple, qui a en elle un grand besoin d'être rassurée, mais même bien avant d'être maman, bah, l'enfant va le sentir très fort. Et sa manière de compenser, ça va être d'amener une présence très très poussée à cette maman et jusqu'à parfois l'étouffer comme on l'a vu. Et puis parfois, on peut avoir par exemple un enfant qui se met à bégayer parce que un des parents a appris un diagnostic médical mais qui ne va pas le dire à ses enfants pour pas les inquiéter. Mais l'enfant, lui, le sait très bien au fond de lui. Donc pourquoi je vous dis ça, c'est parce que c'est très important d'observer les changements. C'est-à-dire si vous voyez que dans la verbalisation d'un enfant, il y a des phrases récurrentes qui paraissent soit trop matures pour son âge ou qui n'ont rien à voir avec son vécu, bah, c'est important de regarder ce qui se passe. Ça me rappelle une histoire en constellation familiale, c'était un petit garçon qui avait 5 ans, je crois. Et parmi ses ancêtres, il y avait son grand-père paternel qui avait été assassiné par les Khmers rouges au Cambodge avant que la famille n'émigre en France. Et cet enfant, quand il jouait, il prenait tout le temps un cintre et il tapait par terre comme s'il tuait quelqu'un, comme s'il achevait quelqu'un. Je ne sais plus quelle phrase il prononçait, mais il y avait quelque chose de précis dans ce qu'il disait qui a fini par interpeller les parents qui pourtant ne croyaient pas du tout à ces choses-là. Et en échangeant, finalement, en observant à la fois les comportements, à la fois les choses que cet enfant disait, on comprenait que l'enfant reproduisait l'attitude des personnes qui avaient assassiné son grand-père. C'était exactement les mêmes circonstances et le cintre symbolisait simplement l'arme qui avait été utilisée. Et donc, il a suffi après ça, après quelques séances, que le père puisse parler à son fils et expliquer ce qui était arrivé, bien sûr avec des mots adaptés, à son grand-père. Et ils sont même allés dans un lieu pour faire une petite cérémonie, pour rendre hommage à la mémoire de ce grand-père, pour donner du sens, etc. Et après ça, cet enfant a totalement cessé à la fois certaines habitudes émotionnelles qui étaient préoccupantes pour son âge, et il a pu aussi arrêter de jouer avec ce cintre d'une manière qui était très interpellante parce que assez violente et avec des cris. Donc là, c'est bien sûr une situation très poussée. Pour la plupart des personnes que je vois, on est sur des situations beaucoup plus subtiles, des choses qui, au premier abord, seraient pas préoccupantes, mais qui en fait révèlent beaucoup de choses sur là où en sont les différents membres de la famille. Et avant d'aller plus loin sur ce sujet, je voudrais faire une parenthèse parce que c'est l'écueil qui revient très très souvent quand on travaille ensemble en constellation familiale ou en soins énergétiques, c'est de tomber tout de suite dans la culpabilité. Si mon enfant fait ça, si mon enfant ressent ça, c'est que j'ai fait un truc qui va pas et je me sens coupable. Et c'est l'automatisme quasiment systématique. Cette culpabilité, elle est légitime, c'est-à-dire on n'est pas là pour nier qu'on puisse ressentir ça, mais elle n'est pas du tout constructive. Pourquoi ? Parce que même si de manière illusoire, on peut avoir l'impression qu'en tant que parent, on est tout puissant, ça n'est pas le cas. En tant que parent, vous faites ce que vous pouvez consciemment avec le temps que vous avez, l'énergie que vous avez et ce que vous êtes. Mais autour de ça, vous êtes aussi, tout comme votre enfant, tributaire de plein d'autres aspects. Il y a l'inconscient familial de la lignée, il y a des schémas transgénérationnels, il y a vos propres conditionnements dans votre vie, votre personnalité, votre vécu, votre manière de compenser certaines choses qui ont été vécues. Il y a le karma de chacun, il y a les liens prédestinés, les liens d'âme entre les différents membres de la famille. Certains sont très positifs, d'autres sont un peu plus challengeants, et ça, c'est pas des paramètres que vous pouvez contrôler. Donc, ce qui va être important, c'est d'avancer au présent. Les deux paramètres qui sont importants, c'est la lucidité. Je constate quelque chose. Et c'est aussi la dimension de l'amour. On peut rien résoudre ou on peut rien arranger dans une famille s'il n'y a pas une volonté commune et collective de cheminer dans l'harmonie et que tout le monde soit bien et que tout le monde soit heureux. À partir du moment où se place la notion d'ego, l'impression qu'il y a tout le temps un coupable à trouver, etc., on finit par s'enliser dans de la difficulté. Donc c'est important de se rappeler juste de la dimension la plus simple qui est que accueillir un enfant, c'est accueillir un lien d'amour qui est difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas parent et que cet amour, même s'il est source d'inquiétude et de plein de choses, c'est surtout un énorme cadeau très précieux qu'il est important de chérir. Et le chérir, c'est aussi quand quelque chose a besoin d'être rééquilibré,
avoir une sorte de foi, une sorte de confiance qu'il y a une bonne étoile dans cette famille-là et que cette difficulté, en fait, elle est une opportunité de dépasser quelque chose peut-être d'ancien, parfois même quelque chose qui précède la naissance d'un enfant. Parce que on le voit dans certaines somatisations, dans beaucoup des maladies que les enfants ont, dans des crises émotionnelles qui paraissent incohérentes avec le vécu direct de l'enfant. On voit en fait simplement des fois l'histoire des parents, l'histoire des ancêtres. C'est important pour ça de se poser certaines questions pour vous donner des grandes lignes parce il y a des millions de cas différents en fonction de votre enfant et de ce qui se passe pour vous dans votre vie. Mais dans ces moments-là où vous vous questionnez sur ce que peut-être votre enfant exprime à la place de quelqu'un d'autre ou ce que votre enfant révèle de l'état actuel de votre famille, vous pouvez vous demander déjà quelles sont les phrases qu'il répète le plus souvent. Même sur lui-même, hein, des fois on voit des enfants qui n'ont pas confiance en eux, qui répètent tout le temps la même chose. Qu'est-ce qu'il dit? Quels sont les mots, même les plus simples, qu'il dit souvent? Vous demandez aussi, depuis sa naissance, est-ce qu'il y a un endroit du corps en particulier qui réagit chez lui, qui somatise, avant même qu'il sache parler. Ça va être le signe qui porte peut-être une émotion ancienne qui appartient à la lignée ou à un des parents. Donc, si c'est par exemple le nez, les sinus, on va être sur des colères. Si c'est les oreilles, c'est la colère d'avoir entendu certaines choses. Les poumons, chagrin. Le foie, la colère. Les reins, ça va être la peur, ça va être aussi l'histoire des ancêtres. Tout ce qui est relié à l'urine, aux liquides, aux difficultés à évacuer des liquides, c'est les émotions qui ne sortent pas. Et sur cette thématique des émotions, j'ai aussi vu de manière assez fréquente des enfants, en fait, qui expriment une émotion à la place de leurs parents, qui par exemple sont en colère à la place d'un parent, qui sont en colère contre un père parce que ce père lui-même est en colère contre son père. Il va simplement prendre le relais de cet héritage de colère. Donc, quand vous explorez quelle est l'émotion récurrente sur laquelle mon enfant bute sans cesse, quelles sont les phrases qu'il répète, contre quoi il a soit de l'aversion ou envers quoi il a de la peur, etc. C'est extrêmement important de regarder, de vous demander de manière très précise et attentive, est-ce que mon enfant exprime ça à la place de quelqu'un d'autre? Si je devais mettre son attitude ou les mots qu'il dit dans la bouche de quelqu'un d'autre, qui ça serait? À qui ça me fait penser? Et là, en faisant ça, vous allez trouver aussi pas mal d'informations importantes pour résoudre les solutions. Faut toujours se dire, vu l'âge qu'il a, du fait que là, il vient juste en gros de rentrer dans l'inconscient familial, il a déjà vécu sûrement certaines choses, mais la violence ou la maturité de ce qu'elle exprime m'interpelle, vous vous demandez ça. À la place de qui il exprime ça? Qui est la personne qui ressent exactement la même chose mais qui ne le dit pas? Ou quelle est la personne dans cette famille qui, avant lui, a déjà vécu ça, a déjà ressenti ça et n'a pas pu totalement le digérer ou même le résoudre au cours de sa vie avant de partir? De vraiment, vraiment approfondir ça. Et n'hésitez pas, bien sûr, à regarder aussi les prénoms de votre enfant. S'il a un deuxième prénom, un troisième prénom, voire un premier prénom qui est identique à celui d'une ancêtre ou d'un ancêtre, alors il y a un lien émotionnel, il y a une mission commune, il y a quelque chose à résoudre qui est en commun avec l'histoire de cet ancêtre. Et là, c'est très important d'explorer parce que ça peut avoir un impact. Et c'est pas forcément qu'un impact négatif. Faut se souvenir qu'en transgénérationnel, en psychogénéalogie, on reçoit aussi des héritages positifs, des forces, des prédispositions, parfois un bon cœur, de la générosité, de la résilience, mais on reçoit aussi toutes les croyances qui vont avec. Parce qu'avec la résilience vient aussi souvent l'idée que la vie est difficile, par exemple. Donc il faut observer, il faut regarder, voilà, de quoi il est l'héritier, de quoi il est le réceptacle, et comment l'aider à dépasser ça à son rythme et sans forcer. Pourquoi je dis sans forcer? Parce qu'à ces âges-là, on va pas faire, par exemple, des soins énergétiques ou des reprogrammations extrêmement profonde. Cet enfant, il est encore en train de découvrir qui il est, donc on va pas créer des transformations structurelles dans ce qu'il est. On va juste enlever les obstacles, les choses vraiment difficiles qui vont créer de la souffrance inutile, mais ce qu'il a encore à vivre, là-dessus, on n'a pas le pouvoir, on n'est pas tout puissant pour éviter qu'il vive ce qu'il a à vivre, mais on a la puissance de l'amour pour faire en sorte que ça se passe avec le plus de douceur. Mais voilà, n'oubliez pas ça. Mon enfant, là, il parle à la place de qui? Il exprime quoi à la place de qui? Et s'il exprime de lui-même et par lui-même, qu'est-ce qui a pu, dans son vécu, générer ça et comment je vais l'accompagner? Toujours remettre l'amour au centre,
une lucidité calme qui permet d'accompagner. Élever, c'est accompagner. Élever, c'est aider à s'élever. Et c'est s'élever aussi intérieurement et spirituellement. L'autre question qui va être intéressante, si vous voyez un changement de comportement extrêmement soudain, inattendu, c'est de vous demander en premier quel âge a mon enfant et qu'est-ce qui s'est passé quand moi j'avais le même âge que lui. Parce que c'est très fréquent qu'on trouve dans les travaux de psychogénéalogie des répétitions, soit de date anniversaire, soit d'âge où il se passe la même chose pour les différents membres de la famille. Si c'est un enfant qui somatise beaucoup, ça va être intéressant de se poser la même question d'une autre manière, c'est-à-dire de vous demander, ok, mon enfant par exemple a 5 ans, si par exemple vous avez à ce moment-là 35 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour ma maman quand elle avait 35 ans? Comment elle se sentait en tant que maman? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie qui fait que peut-être là, moi, je souffre de la même chose par rapport à mon enfant? Mon rapport à mon enfant a changé d'une manière ou d'une autre. Et est-ce que j'arrive à faire un parallèle et un miroir à ce niveau-là? Dans ce cas-là, c'est plutôt un travail de constellation familiale qui va jouer. Et après, on peut bien sûr se poser des questions plus ouvertes qui permettent de jauger s'il y a vraiment un espace d'écoute concret pour cet enfant. Ça peut être qu'est-ce que mon enfant exprime aujourd'hui que je n'entends peut-être pas encore vraiment, ou que j'ai peut-être minimisé, soit parce que j'ai pas pris le temps, soit parce que en fait ça me ramène à moi-même et c'est pas très agréable ou confortable pour moi. Ça peut être dans quel domaine de notre vie familiale mon enfant semble le plus sensible ou réactif. Est-ce que et cette sensibilité, qu'est-ce qu'elle dit de nous en tant que famille ou en tant que parents? Sans se blâmer, juste observer, prendre parfois une petite posture de spectateur ou de spectatrice, et de regarder la famille aussi comme un système. C'est ce qu'on fait en constellation familiale, on cherche pas de coupable, on prend de la hauteur sur le système. Ok, dans ce système, il y a ça qui se répète depuis 3 générations. Dans ce système, les enfants ont l'habitude de ressentir ça. Dans ce système, les parents ont intégré que on est dans la difficulté ou que les hommes ne sont pas là. On regarde juste quelles sont les lois, les conditionnements inconscients qui se rejouent sans qu'on les voie et sans qu'on puisse jusqu'ici du moins les arrêter. L'autre conseil, en tout cas l'autre question, c'est quand mon enfant somatise ou traverse une émotion intense, quelle est la part de son vécu et quelle est la part de ce qu'il porte pour la famille? Et qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire ou verbaliser pour l'aider? On va parler justement dans un instant de l'importance des mots. Autre question, est-ce que j'ai l'impression de suffisamment laisser d'espace et de silence pour que mon enfant puisse penser par lui-même, me dire ce qu'il ressent vraiment, sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur de déranger, sans avoir peur que ça soit inadapté. Quelle sagesse ou quelle vérité mon enfant m'a dit récemment que j'ai peut-être minimisé ou écarté? Est-ce que mon enfant me renvoie à quelque chose en moi que je n'ai pas encore regardé ou guéri? Est-ce que j'écoute mon enfant ou mes enfants avec mes oreilles de parent? Ou est-ce que je lui offre parfois un espace pour être une âme à part entière, avec sa propre profondeur, sa propre sensibilité? Est-ce que j'ai pu faire comprendre à mon enfant qu'il n'a pas d'obligation à me ressembler absolument pour être digne de mon amour? Il y a d'autres questions aussi. Quels sont les moments de la journée où mon enfant est le plus ouvert, le plus vrai? Et est-ce que j'y suis vraiment totalement présent ou présente, ou est-ce que je suis dans ma tête? Si mon enfant était le miroir de la santé émotionnelle et spirituelle de notre foyer en ce moment, qu'est-ce que ça reflèterait? Qu'est-ce qu'il reflèterait dans tout ça? Est-ce que c'est positif? Est-ce que je sens que ça a du sens, mais je sens que j'ai besoin de creuser ou que j'ai besoin d'encore un peu de courage pour voir? Tout est ok. Il faut regarder de manière très ouverte, avec le cœur ouvert, pas pour juger, pas pour trancher, pas pour être dur, ni avec soi, ni avec quelqu'un d'autre de la famille. Juste observer. Une lucidité qui derrière permet d'appliquer l'antidote de l'amour et de résoudre les choses correctement. Et puis, il y a aussi une question plus profonde, c'est qu'est-ce que mon enfant est peut-être venu m'apprendre? Est-ce que je suis prêt ou prête à recevoir cet enseignement? Au moment où cet enfant est né, qu'est-ce que je traversais? Où j'en étais intérieurement? Qu'est-ce qu'il est venu peut-être combler temporairement? Mais qu'est-ce qu'ensuite, moi, je vais devoir apprendre par moi-même, tout en le laissant grandir et s'élever à sa manière et avec sa propre couleur? Donc c'est ça qui est spécial dans le rôle de parent, c'est que ça commence dans la fusion, ça commence avec un enfant qui vient parfois combler quelque chose, surtout quand il y a eu des deuils périnataux avant, ou parfois un enfant qui arrive de manière inattendue, ou un enfant qu'au début on a du mal à accepter. De toute façon, on peut pas forcer, les choses sont écrites.
Et puis après, ben, il y a le fait de s'élever ensemble, grandir ensemble, partager un morceau de la vie ensemble. Et dans ce morceau de vie, c'est la même chose que dans un couple, dans une amitié, dans une relation, quelle qu'elle soit. Et ben, chacun va grandir à son rythme et sa manière, mais en étant ensemble, on va s'élever et s'apprendre mutuellement les uns sur les autres. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans une famille, mais à une échelle beaucoup plus intense parce que les liens familiaux, ils sont beaucoup plus forts. Et du coup, quand ça se passe mal, ils sont aussi beaucoup plus destructeurs, bien sûr. Donc, toutes ces questions, je vous les partage pour que vous puissiez les mettre en perspective avec là où vous en êtes dans votre famille en tant que parent, mais aussi en tant qu'enfant. On reste toujours l'enfant de nos parents, quel que soit notre âge. Et j'ai remarqué quelque chose, et c'est une parenthèse que j'avais envie de faire, c'est que j'ai remarqué que les adultes qui ont une très forte proximité avec leur enfant intérieur, qui ont beaucoup de douceur, qui savent s'amuser, qui ont une vie épanouie en dehors de leur cadre familial, qui ont gardé cette petite âme d'enfant qu'on retrouve facilement dans le regard de certaines personnes, et ben que ces personnes-là, elles ont souvent une beaucoup plus belle relation avec leurs enfants, c'est-à-dire une relation qui n'est pas seulement un rapport d'autorité ou une relation basée sur le stress que ça se passe mal pour un enfant. Des fois, finalement, ça domine à 80% ce mélange de rapport d'autorité et stress. Et c'est ces personnes proches de leur propre enfant intérieur qui laissent vivre une forme de magie dans la relation avec leur enfant. Il y a une douceur, il y a une présence, il y a une capacité à profiter pleinement. Et c'est des personnes qui arrivent à élever leur enfant comme si elles se nourrissaient elles-mêmes. Et c'est très très beau à voir. Et tout à l'heure, je vous parlais, parce que là, on a élucidé des questions, certes. Quand on se pose ces questions, souvent on trouve des réponses qui commencent à émerger, ne serait-ce qu'en observant dans le quotidien. Par l'écriture aussi, hein. Répondre à ces questions à l'écrit, ça va amener plus de profondeur dans les réponses, là où le mental serait parfois trop automatique. Donc ça peut être intéressant pour vous d'écrire tout ça. Et là, ce qui va jouer le plus, et c'est ce qu'on utilise dans les soins quand on fait de la reprogrammation du subconscient ou dans les constellations familiales, quand on va s'adresser à un membre de la famille pour lui dire « je te vois et je te reconnais tel que tu es », mais moi, de mon propre côté, je peux suivre un autre chemin et voilà de quoi je me libère grâce à ta présence. J'honore tout ce que tu as été pour moi, mais je comprends que je peux t'aimer et faire partie de cette lignée sans souffrir avec toi ou sans reproduire tout ce que tu as été. Et par cela, nous sommes tous deux libres et par cela, nous pouvons aussi libérer la descendance et les lignées à venir. Donc c'est quelque chose d'ouvert. On n'est pas là pour pointer du doigt. Et dans tout ça, que ce soit constellation familiale, reprogrammation du subconscient ou d'autres choses, on a besoin de passer par les mots, par le verbe créateur. Parce que vous l'avez déjà sûrement vu et vécu, que ce soit en famille ou dans votre propre vie d'enfant, les mots peuvent soit nourrir, soit briser. Et donc, si jamais, par exemple, en répondant aux questions qu'on a évoquées ici, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui aurait peut-être besoin d'être dit à votre enfant pour, on va dire, désamorcer une situation, eh bien, vous allez pouvoir passer par le pouvoir de la parole. En tant qu'être, on a trois canaux, trois médiums pour exister dans ce monde. C'est la sphère du corps qu'on associe au troisième œil. C'est nos actions, c'est notre présence physique, c'est ce qu'on exprime dans nos actes concrets. On a la parole associée à la gorge, qui est là, va être plutôt la vibration de l'énergie, mise en mots pour se diffuser dans le monde. Et puis on a l'esprit qui vient en premier, qu'on associe à la sphère du cœur, avec la couleur bleue. Et cet esprit, c'est celui qui va émettre les intentions. Et donc si vous êtes en capacité, avec votre cœur, de vous poser un soir sur un bord de lit, avec beaucoup d'amour, avec une compassion et un dévouement total pour votre enfant, sans ego, sans colère et sans crainte, et que ensuite vous êtes capable d'utiliser votre parole pour exprimer de manière authentique soit ce que vous êtes, soit ce qui a été vécu, soit ce qui est en cours dans la famille que l'enfant n'a pas encore appris, mais qu'il ressent profondément au fond de lui, et ben de prendre les mots et d'utiliser ces mots pour que ce qui est inconscient, c'est-à-dire quand quelque chose est inconscient et n'est pas dit, un enfant le sait pertinemment, mais comme ça n'a pas été dit, il va à la place somatiser, exprimer les émotions dans tous les sens, se sentir perdu, parfois même se mettre en colère contre ses parents parce qu'il y a quelque chose qu'on lui cache. Et donc dans ce moment-là, ça va être à vous de pouvoir lui dire, quand vous sentez que c'est le moment, ce qu'il a besoin de rendre conscient.
Parce que quelque chose qui a du sens, même les situations les plus difficiles, si elles ont du sens pour le psychisme d'un enfant, il sera capable de passer outre avec une encore plus grande résilience qu'un adulte. Mais pour ça, il faut lui dire la vérité. La vérité libère. C'est vraiment très 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 vrai dans la sphère familiale et dans le monde des enfants. La vérité libère, et donc on peut parler à un enfant de n'importe quel âge. Un nourrisson qui somatise, j'en ai déjà vu, on lui dit ce qui se passe, on le rassure, on lui explique ce que maman a vécu quand il est né, on lui explique que la douleur de la naissance est terminée, on lui explique que voilà ce qui s'est passé dans l'année qui vient de s'écouler dans la famille, mais ça va aller mieux et tout va bien, on t'aime. Le lendemain, le surlendemain, parfois, il peut être guéri. Donc c'est important de parler, d'exprimer les choses, d'éviter les non-dits et les secrets. Parfois, il se passe de génération en génération. Quand il y a de la somatisation, c'est que ça vient des grands-parents. Quand c'est plus émotionnel, ça vient des parents. Mais quand c'est des choses juste là dans le présent qui sont temporaires et que vous savez pertinemment qu'il y a eu quand même des choses difficiles dans les années qui viennent de s'écouler, il suffit juste de faire un bilan verbal de tout ce qui s'est passé, de rassurer l'enfant. Faut revenir à des choses basiques. Faut se souvenir, vous, en tant qu'enfant, de quoi vous aviez besoin. Être un bon parent, c'est aimer son enfant. Il n'y a pas de parent parfait, mais un parent qui aime, il aura déjà tout compris. Donc ça, c'est le premier point. Un enfant, il a besoin de repères. Donc si on lui explique ce qui se passe, si on lui cache pas les choses, si on lui ment pas, déjà, le rapport de confiance, il est préservé. Si on fait sentir à un enfant qu'il est aimé quoi qu'il arrive, qu'il a le droit à l'erreur, qu'il n'a pas besoin d'être parfait ou de faire quoi que ce soit pour être aimé, dès le début de sa vie, vous lui enlevez un énorme poids, parce que c'est un poids que je retrouve chez la moitié des adultes que je vois. Donc, parlez, dites ce que vous auriez eu déjà vous besoin d'entendre quand vous étiez enfant. Soyez sincère, utilisez la parole, et vous pouvez parler à votre enfant de manière sincère, avec des mots très simples, à n'importe quel âge, parce que tous les enfants comprennent. Ils ont une intelligence du cœur qui est bien, bien, bien supérieure à celle qu'on a un peu plus tard quand on a cristallisé tout un vécu, qu'on devient adulte, qu'on est conditionné, qu'on a nos réflexes de protection. Les enfants, c'est un réservoir d'amour incroyable, c'est une intelligence émotionnelle incroyable. Ils sont pas tous hypersensibles, parfois ils sont juste sensibles dans un monde où on a perdu le contact avec ça. Il n'y a pas forcément un souci à régler avec un enfant, ils sont pas tous hyperactifs, parfois ils ont juste besoin de sentir que ils ont de l'amour autour et que tout est ok. Donc prenez le temps juste de parler, de dire les choses, de pas avoir peur de ça, de pas avoir peur de brusquer, de pas avoir peur même de votre propre vérité. S'entendre soi-même dire la vérité, ça peut demander du courage, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Donc utilisez le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots, il guérit énormément. Il guérit énormément. Et si par exemple vous avez vécu des moments où vous avez pu être dur avec un enfant, lui dire qu'il valait rien ou des choses comme ça, c'est ok. C'est jamais trop tard en fait. Faut juste savoir se poser et se dire, quand je laisse de côté la colère, l'ego, les attentes, l'attachement à ce que mon enfant soit comme ci et pas comme ça, il reste l'amour. Et à la place de mon enfant, pour que l'harmonie revienne pour nous tous, qu'est-ce que j'aurais besoin d'entendre? Et de dire ça. Et vous verrez, par exemple, si ça vous arrive de parler à un bébé, vous allez voir la lumière, ou en tout cas le regard changer au moment où vous aurez dit les choses. Il y a quelque chose qui va se lever, s'apaiser. Vous allez même le sentir dans votre corps, parce que le lien parent-enfant, il est très particulier. Un exemple qui illustre ça, c'est que par exemple, quand en médecine tibétaine, il y a ce qu'on appelle le pouls, on le retrouve notamment aussi dans la médecine chinoise, ou parfois ça vous est peut-être arrivé, on vous prend le pouls avant une séance d'acupuncture pour savoir quels éléments, quelle typologie de maladie il y a. Est-ce que c'est une maladie froide, une maladie chaude, une maladie des fluides, etc. Eh bien, la force du lien parent-enfant, c'est que par exemple, si vous êtes en Australie et qu'on prend le pouls énergétique de votre père à Paris, eh ben, en touchant son pouls à lui, on pourra savoir si vous, à l'autre bout du monde, vous êtes en bonne santé. Donc c'est à ce point qu'on est liés, parce qu'il y a un petit peu de chacun de nos parents en nous, et c'est aussi bien physiologique que spirituel. Et voilà, être parent, c'est avoir une part de soi dans un enfant. Donc c'est justifié qu'on veuille le meilleur, c'est aussi justifié que parfois on puisse avoir peur, mais ce qui va être
Le plus important, c'est de pouvoir regarder en arrière et se dire j'ai aimé à chaque seconde, j'ai fait de mon mieux à chaque seconde et j'ai aussi pris le temps d'écouter. Parce qu'on n'a pas toujours toutes les réponses, on fait comme on peut, il y a une indulgence à avoir envers soi, mais si on a pris le temps d'écouter, même si ça nous vexe, d'écouter les signaux, même la violence d'un enfant qui peut-être révèle des dysfonctionnements anciens dans une famille que personne ne veut voir parce que l'omerta est très présente dans une famille. Mais si vous, juste de votre côté, dans votre tête, vous dites, OK, c'est vrai que même si ça me plaît pas la manière dont il l'exprime, ce qu'il dit, c'est vrai. Ce qu'il voit ou ce qu'il dénonce, c'est vrai que c'est pas normal. On s'y est peut-être tous habitués dans cette famille, mais en fait, c'est vrai que c'est pas normal, c'est pas sain. J'ai peut-être pas le courage de le dire, j'ai peut-être pas le pouvoir de le déconstruire, mais il y a du vrai dans ce qu'il dit, même si c'est un peu révolutionnaire. Parce que ce qui se passe dans les familles, quand les enfants dénoncent quelque chose, mais aussi quand un membre de la famille adulte dénonce une manière de fonctionner, la plupart du temps, il va simplement être exclu, ce membre de la famille. Parce que dans la famille, il y a une sorte d'instinct dans l'inconscient collectif de préserver les choses comme elles sont, de pas défaire l'ordre établi parce qu'il en va de la survie de la lignée. Mais en réalité, parfois, ces choses, ces ordres établis dont je parle sont source d'une énorme souffrance pour les membres de la famille. Il y a des êtres qui s'incarnent et parfois ce sont nos enfants qui viennent faire bouger la conscience, faire bouger la conscience collective. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui travaillent sur elles ou qui ont l'opportunité de faire un travail de constellation familiale parce que quand on est enceinte, cet être, il amène un taux vibratoire très élevé et il prépare un changement de conscience dans la lignée. Et ça dépend bien sûr aussi de l'enfant qui vient, il y a des âmes différentes. Mais très souvent, il y a l'opportunité pour une lignée de changer de plan de conscience, de se défaire d'anciens schémas familiaux, d'alléger, d'apporter plus d'amour aussi, tout simplement, de révolutionner le lien entre une mère et son enfant, tel que ça n'a pas encore été fait auparavant dans la lignée. Donc c'est des moments très beaux. Mais c'est des moments aussi, les moments où les enfants révèlent ce qui ne va pas, ce qui dysfonctionne, que ce soit dit ou somatisé. C'est important d'écouter parce que peut-être que cet enfant, il a aussi un rôle de créer un nouveau sillon dans la famille où il y a moins de personnes qui vont souffrir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de souffrance sur certains sujets et qu'il permet d'ouvrir une nouvelle voie, des nouveaux fonctionnements qui peut-être font peur parce que ça va vous pousser vous aussi en tant qu'enfant de quelqu'un à vous défaire de certaines loyautés, à certains fonctionnements, à la perfection, à la peur, à plein de choses, parfois à des formes de violence. Mais il y a des loyautés qui sont mauvaises et c'est important d'être lucide là-dessus. Et il y a certains enfants qui ont le chic de mettre le doigt dessus et d'appuyer très fort jusqu'à ce que ça lâche. Il faut se dire, ouais, ben, mon enfant, il a sa propre teinte, il est pas 100% comme moi et il remarque des choses qui lui vont pas, auxquelles moi je me suis habituée. Et peut-être qu'ensemble, ben, ne serait-ce que nous deux, ou nous trois, si on inclut un papa ou une maman aussi, ben on va créer autre chose, on va créer une autre dynamique. Et c'est d'accord de remettre en question l'ordre établi. Si derrière on est plus heureux et on favorise plus de bonheur et plus de liberté pour chaque membre de la famille, il n'y a pas grand-chose à en perdre à part certaines certitudes qui n'étaient pas bonnes. Donc l'écoute, elle est là. Et après, ben, pour finir là-dessus, le principe de base, c'est se demander c'est quoi écouter. On pense au mot écouter. Bah, écouter, c'est déjà au-delà d'entendre. Par exemple, si là je sors dehors devant chez moi et j'entends un rouge-gorge, moi j'ai entendu un rouge-gorge comme je l'ai entendu 1500 fois, peut-être plus. Mais si je sors et j'écoute un rouge-gorge, je vais donner une attention particulière, je vais écouter chaque note de son chant. Je vais même essayer de retenir à quoi il ressemble pour pouvoir le différencier d'autres chants d'oiseaux. Donc une écoute active, attentive, c'est pas pareil. Qu'est-ce qu'on fait par exemple quand on écoute? On se rend disponible. Par exemple, on va pas être affairé à ranger les courses pendant que l'enfant parle, on va s'asseoir avec lui. On va se regarder dans les yeux. Si c'est une situation difficile à gérer, on va s'asseoir côte à côte. Quand on est côte à côte, on tombe moins facilement dans le conflit. Si on se met face à face, inconsciemment, on peut déjà plus facilement se disputer. Donc on peut s'asseoir côte à côte, parler. Une écoute active, c'est aussi vraiment laisser parler, même si l'enfant met du temps à exprimer, même si les mots viennent du temps à sortir. On reste en silence et on le laisse aller au bout de sa pensée. On coupe pas le fil, parce que pour certains enfants, c'est très difficile de mettre en mots des émotions.
Et donc on lui laisse le temps. Si on a besoin, on lui pose quelques questions pour lui faciliter le discours. Mais on prend vraiment le temps. C'est une question de temps, de disponibilité, de pleine présence, parce que parfois pris dans le tourbillon de tout ce qu'il y a à faire, à gérer, à penser, et finalement, l'objectif simple de nourrir, habiller l'enfant et faire en sorte qu'il soit à l'heure partout, mais oublier ce qui compte vraiment, bah de réaménager aussi. Ouais, j'ai été là pour mon enfant, on a eu une belle discussion. Je lui ai laissé l'espace de parler. Je l'ai pas jugé, il l'a senti. Et même depuis, je vois qu'il se confie mieux à moi. Voilà, des choses simples. Les rapports de confiance, ils passent pas forcément par mais ta penderie est pleine et t'as mangé toute l'année, qu'est-ce qui te gêne? Il y a aussi plus que ça. Comme des fois, enfin, vous l'avez déjà vu aussi, mais j'ai beaucoup de gens qui me disent ça. J'ai eu tout ce qu'il faut, on n'a manqué de rien, mais il manquait l'essentiel. Et l'essentiel, c'était quoi? Ben, c'était savoir qu'on peut parler de nos émotions. C'est ce qui a manqué à la plupart des adultes avec lesquels je travaille, qui font un beau chemin de guérison. C'est ça, c'est chez moi, on pouvait pas parler des émotions. Et du coup, maintenant, bah, ça pose des soucis dans ma vie adulte et j'ai besoin d'apprendre à savoir que ce que je ressens, où sont mes limites, qu'est-ce qui me correspond à moi et savoir que je peux ressentir des choses sans en avoir peur et savoir que je mérite d'être écoutée, respectée, aimée. Finalement, des choses universelles qui devraient pouvoir être accessibles à tous les êtres. Donc voilà, ce qu'il faut dans l'écoute, c'est laisser l'ego sur le porte-manteau, laisser les rapports de force sur le porte-manteau et savoir discuter d'âme à âme. Écouter un être qui s'exprime auprès d'un autre être en lequel il a confiance. Et voilà, il faut pas oublier qu'en tant que maman, ben, la maman, c'est sur le plan ultime, c'est la source d'amour, la source de douceur, celle qui nourrit aussi symboliquement. Et le papa, c'est le socle, celui qui donne une direction, celui qui fait comprendre que la force, elle n'est pas là pour écraser, mais que la force, elle est dans la connaissance de soi, dans la volonté permanente de protéger, dans la volonté permanente de préserver, dans la volonté permanente d'être une source de bien dans ce monde. Et donc transmettre ça, c'est incroyablement important. Et être disponible pour l'autre, et encore plus pour l'être qui nous a choisis, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc quoi qu'il arrive, faites de votre mieux, mais recommencez à écouter. Parce qu'en recommençant à l'écouter lui, cet enfant, vous allez recommencer à vous écouter vous-même. Vous allez recommencer à écouter votre enfant intérieur. Et vous allez recommencer à être à l'écoute de la vérité dans votre propre existence. Et laisser progressivement tomber les réflexes, les habitudes, les manières de faire, les manières d'être qui sont totalement fabriquées, conditionnées et qui ne vous rendent pas heureuse et heureux. Et dans notre passage sur Terre si furtif, impermanent et imprévisible, le bonheur passe par la paix de l'esprit. Et ce que nous avons de plus précieux, c'est le temps, c'est l'énergie. Et si on les place au bon endroit, de manière alignée, sincère, authentique, avec un cœur ouvert, on a toutes les chances d'être heureux, mais aussi de laisser une belle empreinte dans la vie des personnes qui nous ont choisis pour guide et pour source d'amour. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.